Merci Nathalie. Donc, bon matin à vous tous. Merci d'être présents et merci à la Chambre de commerce de nous permettre, dans le fond, d'avoir la vitrine pour un peu, dans le fond, vous transmettre notre savoir et un peu pouvoir vous aider là, justement dans ce qu'on vit présentement. Donc, je me présente, je m'appelle Magali Lebel-Lemire, je suis associée chez Raymond Chabot ici dans la région de la Mauricie. Donc, mon bureau principal est à Nicolet et je suis aussi régulièrement là, du côté de Trois-Rivières. Et ce matin, je vais être avec Nancy Jalbert, qui est associée en conseil de management dans la partie de notre région. Donc, Nancy, elle a développé des expertises au fil des années. Donc, je trouve ça important de l'amener avec nous ce matin pour pouvoir, dans le fond, faire bénéficier de nos experts qu'on a là, au niveau de notre groupe. Donc, au niveau, dans le fond, ce matin, au niveau de la présentation en tant que telle, ce qu'on propose, en fond, c'est une présentation qui va durer environ une quarantaine de minutes et après ça, on va pouvoir avoir une période de questions. Donc, on va revoir ensemble un peu rapidement, là, oui, la situation, les impacts économiques, se sensibiliser à stabiliser l'entreprise et aussi surtout à relancer les affaires qui vont devoir reprendre là, incessamment là, avec le début du déconfinement. Nancy va traiter également au niveau de l'approche solution PME COVID-19 et les 8 essentiels. Ensuite, on fera une brève conclusion et on pourra avoir la période de questions. Donc, au niveau de l'historique de la situation, là, sans reprendre en détail la slide de la présentation, ici au niveau du détail de l'information, tout le monde, on peut comprendre que depuis le 23 mars, notre vie, elle a chamboulé. Ce qu'on vivait avant versus ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on va vivre après le déconfinement, c'est vraiment c'est à 180 degrés dans certaines entreprises qu'on va devoir vivre, on va devoir s'adapter. Donc, il faut se préparer, il faut se mettre en action sur ce qu'on va vivre au cours des prochaines semaines pour pouvoir passer au travers de la crise. On a géré la crise, mais maintenant, il faut se mettre en solution là, post-crise. Donc, comme je vous dis, on ne verra pas l'ensemble des éléments. On l'a tous vécu, on le vit encore, on suit ce qui se passe à la radio, à la télévision, etc. Donc, ça me met déjà en introduction pour vous présenter Nancy, en lien avec justement, c'est quoi les impacts qu'on vit depuis les dernières semaines et vers quoi on s'en va. Donc, Nancy, à toi la parole. Alors, merci Magali, merci Nathalie. Bienvenue à tous à cette présentation. Le but aujourd'hui, là, comme l'a dit Magali, c'est vraiment de voir comment on peut commencer à réfléchir à la reprise. Vous le savez, le premier ministre Legault en parle, commence à en parler. Il y a une équipe qui est sur pied là, pour faire le plan de relance. Donc, nécessairement, là, on s'en va vers là et il faut se préparer. En peu de temps, il s'est passé beaucoup de choses et là, ce ne sera pas pareil. Donc, il faut réfléchir. Et cette crise-là amène des impacts économiques là, qui sont sans précédent hein, parce que, vous vous souvenez, on était dans une période de pénurie de main-d'œuvre. On cherchait des gens, on voulait avoir des gens dans nos entreprises. On était là à trouver des moyens, à aller chercher des gens à l'étranger pour les amener travailler chez nous. Et en peu de temps, là, il y a 1 million d'emplois qui s'est dilapidé. Il y a des gens qui sont sans travail maintenant et notre PIB, là, juste avec les statistiques de mars, là, a diminué de 9 puis on s'attend que ça diminue encore. Donc, c'est sûr que ça a des impacts. Est-ce que la reprise va être... On a fermé la lumière, on rouvre la lumière, c'est comme avant? La réponse, c'est certainement non. Donc, aujourd'hui, on veut travailler ça ensemble. Et ce qu'on veut surtout vous dire, puis on a mis une citation de Sophie Brochu, à Tout le monde en parle dernièrement, qui disait ça va nous prendre une agilité, une posture mentale d'innovation et ce que l'on vit accélère ce besoin. Ça fait qu'aujourd'hui, oui, il va falloir penser autrement, il faut réfléchir en dehors de la boîte parce que ça va être différent et nécessairement, il y a des éléments sur lesquels il va falloir qu'on se mette en branle. La première affaire, c'est analyser et planifier. Oui, ça va vite. C'est difficile des fois de prendre du recul puis de dire, ben OK, je vais regarder ça, je vais lever la tête un petit peu en haut de la forêt pour voir ce qui se passe. C'est pas évident, mais on n'a pas le choix comme entrepreneur de relever un peu la tête puis de regarder ça dans son ensemble puis de dire, qu'est-ce qui m'affecte, qu'est-ce qui m'affecte pas, qu'est-ce qui est prioritaire pour mon organisation, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, vraiment analyser et planifier. Ça ne veut pas dire de faire ça pendant des semaines, mais il faut au moins prendre un petit peu de recul. Il va falloir agir et innover. Il va falloir se mettre en mouvement. On n'a pas le choix. Oui, c'est paralysant des fois, mais en levant la tête, on voit plus de choses et on est capable de dire, OK, bien moi, je suis capable de bouger ça, organiser ça dans mon entreprise et c'est ce qu'on va parler. Et nécessairement, les gouvernements sont au rendez-vous actuellement.
Il y a beaucoup de programmes qui sont sortis en peu de temps. Est-ce qu'ils sont parfaits et est-ce qu'ils s'appliquent facilement tout le temps? Aujourd'hui, notre but, ce n'est pas d'aller dans l'application des programmes. Ce n'est pas le but, mais sachez qu'ils sont là, ces programmes-là. Et vous avez des organismes d'aide autour de vous autres. Je vois votre écosystème dans votre région, c'est fondamental. Utilisez cet écosystème-là pour être bien au courant puis profiter des programmes qui peuvent aider à votre organisation. Un élément important, je le disais tantôt, il faut lever la tête. Et pour lever la tête, l'environnement va changer. L'environnement autour de votre entreprise va changer, l'environnement politique. Les gouvernements vont réinvestir de l'argent dans les organisations, mais il va y avoir, oui, des programmes, mais ils vont préparer aussi la relance. Là, ils ont mis en place des programmes de crise, ils vont avoir des programmes de relance. Il faut être à l'écoute de ça, il faut voir qu'est-ce que ça implique pour vous. L'économie mondiale va changer. On était dans une économie internationale, l'internationalisation, l'export, etc., les technologies supportant tout ça. Maintenant, on va peut-être revenir à des économies plus locales, les économies circulaires. Les modèles économiques vont changer. Il faut qu'on soit à l'écoute de ça. Il faut lire un petit peu pour voir comment ça peut nous impacter. Le socio-culturel, l'humain, va changer autour de cette crise-là. Et on va en parler plus en détail tantôt, mais le comportement de nos clients va être différent à plusieurs dimensions. Donc, il faut bien le comprendre, ce comportement-là. Les technologies, puis je vais aussi aller dans ça tantôt, mais les technologies jouent un rôle fondamental dans cette reprise-là. Les entreprises qui ont utilisé les technologies s'en sortent un petit peu mieux dans le sens où ils sont capables d'aller rejoindre des clients, ils sont capables d'opérer à distance, sont capables d'être automatisés. Donc, ça, c'est des éléments importants. On avait des enjeux environnementaux. Que seront-ils? La conscience sociale autour de ça va devenir importante. Et tout ça, bien, il y a du légal qui va s'introduire là-dedans. Et on va en parler, des ententes avec des fournisseurs, etc. Donc, ça va devenir fondamental de lire l'environnement dans lequel vous évoluez. Et ce n'est pas tout ça qui vous impacte chacun individuellement, mais c'est un morceau de ça qui peut vous impacter. Donc, il faut quand même être capable de bien comprendre son environnement si on veut agir. Et pour agir ce matin, on vous parle des 8 essentiels. Chez Raymond Chabot, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis dans la peau de l'entrepreneur en se disant, bien, cette sortie de crise-là, même en gestion de crise, mais dans cette sortie de crise-là, sur quoi il faut que je me penche, moi, comme entrepreneur, pour pouvoir m'assurer de retrouver ma stabilité et me relancer. Et ces 8 éléments-là ne seront pas au même niveau dans chaque organisation, parce qu'il y a des organisations qui sont en tourisme, il y a des organisations qui sont en détail, il y a des organisations qui sont en manufacturier. On n'est pas tous dans la même industrie, mais il faut aborder ce thème-là. Peut-être pas tous dans la même profondeur, mais il faut avoir une vue sur ces thèmes-là et c'est là-dessus qu'on va vous entretenir ce matin pour aller un petit peu plus dans le détail. Et un des éléments pour pouvoir les aborder, encore une fois, je le répète, mais quand on vit une crise, on tombe dans un autre mode. On tombe dans un mode court terme, au quotidien, action-réaction. C'est difficile d'être proactif dans un mode de crise parce que les événements nous poussent à répondre à l'événement. Et là, ce qu'on dit, c'est si on veut sortir de la crise, il faut prendre un petit pas de recul puis avoir notre réflexion de sortie de crise. Il faut prendre le temps de la dessiner, de l'écrire, même si c'est juste quelques mots sur une feuille, mais prenez le temps de le faire pour pouvoir voir au-devant un petit peu, même si ça change. Puis dans le contexte où on vit là, ce que vous allez écrire va changer demain. C'est certain, mais revisitez-le, soyez agile, ayez le courage de dire, OK, bon, on a pensé qu'on allait faire ça, ça change. Et dans cette planification-là, ce qu'on dit à nos entrepreneurs, c'est une planification très, très court terme, moyen terme. On ne parle même pas de long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à très, 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 très court terme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à court terme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à moyen terme? Et ça, je revisite ça à fréquence régulière. Ça peut être aux semaines, ça peut être aux 2 semaines, mais j'y retourne sur ce que j'ai écrit, sur les notes que j'ai prises pour pouvoir
m'ajuster et réagir. Donc ça va vous donner de l'agilité, puis ça va vous permettre d'avancer rapidement. Un des premiers essentiels, c'est la gestion des liquidités et la solvabilité. Hein, des fois, en anglais, on dit « cash is king ». Bien, pourquoi on dit ça? C'est parce que nécessairement, le fonds de roulement devient un élément fondamental. Il faut être capable de prévoir, j'ai des liquidités jusqu'à quand si mes opérations sont arrêtées? Quand ça va reprendre ces opérations-là? À quel rythme? Et là, je dois me poser des hypothèses pour voir quel est l'impact sur mes cash flows. Et je dois me faire un budget de caisse. Je dois simuler ça pour savoir, je suis capable d'aller jusqu'où avec ça. Et c'est là que ça fait émerger les besoins en liquidité et les programmes qui ont été mis sur pied autant par le gouvernement du Canada que par Investissement Québec, sont là justement pour voir, quand vous connaissez bien vos besoins de liquidité, quand vous savez bien jusqu'où ça peut vous rendre, d'aller voir qu'est-ce qui s'applique à vous, pouvoir utiliser ces programmes-là pour vous aider à renflouer l'encaisse. En même temps, il y a des ententes que vous allez prendre. Il y en a qui ont des locaux. Peut-être que je suis capable de retarder mon bail. Peut-être aussi que je suis capable de négocier avec mes fournisseurs pour étendre mes paiements. Peut-être que je peux renégocier des contrats ou des ententes et des modalités de paiement. Donc, tout ça est au cœur. Donc, d'agir sur l'encaisse est important. Et l'encaisse immédiate. Donc, ça, protéger l'encaisse immédiate, savoir j'en ai pour combien de temps, mais aussi quel sera l'impact par la suite sur mon bilan. Est-ce que si je reporte tout ça, je vais me ramasser à la sortie de crise avec une pression sur mes liquidités parce que les gens, oui, acceptent peut-être de reporter, mais si je reporte dans 3 mois, il faut tout que je paye dans 3 mois alors que je n'aurai pas généré de revenus ou presque pas, il faut que je sache qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Donc, bien s'assurer que vous maîtrisez vos liquidités, que vous savez ce que ça va donner, c'est quoi les perspectives de vente et faire des scénarios. Dans les plus grandes organisations, des fois aussi, on a des plans d'investissement. Donc, est-ce que mon plan d'investissement est encore opportun? Est-ce que les dépenses importantes que j'étais censée faire dans la prochaine année, c'est encore opportun? Est-ce que je peux reporter? Il y a des choses là, que je ne peux pas négliger. Je dois entretenir mon usine ou mon plan de travail. Je n'avais pas le choix parce que sinon, je ne suis pas capable de rendre le service. Mais il faut choisir ce qui est important de ce qui l'est moins et de s'assurer, comme je l'ai dit, d'aller voir ce qu'il y a sur le terrain, les programmes, les mesures d'aide, d'utiliser votre écosystème pour pouvoir bien vous assurer que vous profitez de tout ce qu'il peut y avoir et faire des scénarios réalistes et des scénarios pessimistes. Je ne dis pas optimistes, faisons des scénarios réalistes, mais faire des scénarios. S'il se passait ça, qu'est-ce que je ferais? Là, c'est ça qu'il faut voir pour pouvoir vraiment s'assurer qu'on est capable de passer au travers de ces éléments-là. Maintenant, on parle de stabiliser et améliorer les ventes. Peut-être que certains d'entre vous avaient fermé, peut-être que vous avez fermé, mais avez trouvé des moyens alternatifs de vendre vos produits. J'entendais tantôt, on vend en ligne, on l'a mis sur notre Facebook. Il faut ajuster notre modèle de vente. La première question qu'il va falloir que vous posiez, c'est quel sera le comportement de mon client? Qui est mon client? Quel sera son comportement? Avec les mesures sanitaires qu'on doit mettre en place actuellement, si j'ai une entreprise et que j'ai une place d'affaires où j'accueille des clients, est-ce que les clients, il va falloir que je les protège de façon de mettre en place des mesures sanitaires pour protéger les clients pour qu'ils se sentent en sécurité? Comment mon client va se sentir, lui, quand il va faire affaire avec moi? Est-ce que maintenant, de faire affaire en ligne, le client va l'accepter? Que j'aille lui faire une livraison. Donc, de réfléchir autrement à notre modèle de vente, à notre façon d'amener à notre client de générer ces revenus-là. Et pour certains, avec les clients, il va y avoir peut-être des enjeux parce qu'avant, je m'approvisionnais, je dis n'importe quoi en Chine, on va parler d'approvisionnement tantôt. Est-ce que mes délais pour rendre mes services ou pour rendre mes produits à mes clients sont changés? Et ça, il faut y réfléchir parce qu'il va falloir que je communique avec eux. Fait qu'on a vraiment un besoin de repenser notre modèle de vente et d'être créatif autour du modèle de vente. Comment je peux
Si je ne suis pas capable d'accueillir des clients physiquement, comment je peux aller vers eux? Et vous avez plein de beaux modèles d'innovation qui sont arrivés pendant la crise, de gens qui ont dit, ben moi, j'ai utilisé mon Facebook pour rejoindre mes clients. Moi, j'ai mis en ligne. Moi, j'ai mis un service de livraison. Et ça c'est oui, dans l'entreprise qui est avec des clients directs, des particuliers, mais il y a aussi toutes les entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. On appelle ça du B2B, là, le business to business. Bien, ça se peut que les entreprises aient des besoins différents. Et là, il va falloir être créatif. Autre élément qu'on va voir poindre dans la stabilisation ou la création de nouveaux revenus, vous l'avez vu, là, on a mis en place le panier bleu au Québec. Il va y avoir une fermeture, ou en tout cas, on va resserrer tout ce qui était marché mondial. On va retourner vers de l'économie locale. Donc, il y a des opportunités à créer pour vendre dans vos marchés, pour vous faire voir, pour aller plus loin là-dedans. Et comme certaines entreprises s'approvisionnaient à l'étranger et avaient des besoins spécifiques, vont peut-être vouloir, à cause de la sécurité et des mesures sanitaires, revenir s'approvisionner au Québec. Et là, il y a une opportunité de créer de l'espace pour créer des produits pour ramener de la présence locale. Et ça va devenir important. Donc, de créer, de prendre du recul de qu'est-ce que je pourrais faire pour ramener dans ma communauté ou pour ramener de façon locale de l'approvisionnement. Bien, il y a des belles opportunités qui vont se créer et ça amène de nouvelles ventes. Et les nouveaux canaux, donc l'utilisation de la technologie devient importante. Je vais revenir sur ça tantôt, mais c'est sûr que stimuler les ventes en ligne a permis actuellement à plusieurs entreprises d'être plus agiles. Donc, nécessairement, de travailler sur les ventes, de réfléchir, d'utiliser les canaux de communication. Et il va se créer, et c'est déjà créé dans la crise, des communautés ou des partenariats intéressants, des compétiteurs qui deviennent des alliés, des chaînes de valeur qui s'intègrent. Dans le fond, une entreprise avec son fournisseur qui travaillent ensemble pour amener le produit différemment. Donc, n'ayez pas peur de travailler avec vos partenaires pour stimuler vos ventes et pour créer et innover. Et il y aura aussi, c'est dommage parce qu'il y aura des entreprises qui vont vivre des difficultés, mais il y aura des acquisitions, des potentiels d'acquisition qui vont arriver aussi. Donc, nécessairement, ça peut, ou des potentiels de fusion pour pouvoir augmenter les ventes. Il va falloir aussi réfléchir à vos modes de paiement. Des ventes comptant, on ne voudra pas manipuler d'argent à cause de la sécurité sanitaire. Donc, nécessairement, ça aussi, il va falloir travailler ça. Mais c'est sûr qu'en même temps qu'on fait ça, il faut mettre en marché des produits qui sont profitables. Et on va parler de coût de revient tantôt, mais oui, le coût de revient va peut-être influencer vos prix de vente. Peut-être qu'on va vendre un petit peu plus cher. Peut-être que ça, parce que je vais m'approvisionner au Québec, par exemple. Peut-être que je vais vendre un petit peu plus cher. Ou peut-être que je vais être obligée de laisser aller quelques points de marge brute. Mais il faut l'analyser et voir c'est quoi l'impact sur votre organisation. En même temps, n'hésitez pas à réfléchir à qui pourrait être votre nouveau client. Qui est le client que vous n'avez pas soupçonné? Puis je donne des fois cet exemple-là, mais je regardais l'entreprise Tristan qui s'est transformée, qui est dans le vêtement, qui a décidé de produire des masques, qui n'avait pas soupçonné que son client deviendrait un gouvernement ou des institutions de santé. Mais c'est ça de l'agilité, puis de traverser cette épreuve-là en trouvant les opportunités. Donc, vraiment d'évaluer et de stimuler vos ventes va nécessiter de l'agilité, va nécessiter aussi de réfléchir autrement. Et ça, faites-vous aider, des ateliers de brainstorming avec des amis, avec des partenaires, avec vos banquiers, n'hésitez pas surtout à interpeller pour pouvoir réfléchir à ça. Et même vos employés, là, on va parler de ressources humaines justement. Vos employés, on découvre des beaux modèles de résilience chez nos employés. On les a mis à pied, ces employés-là, soit qu'on les a gardés parce qu'on avait la subvention du 75 %. Là, on va peut-être les rappeler, dépendamment de comment ça va ouvrir et tout ça. Il faut planifier ça.
Un des éléments, c'est qu'il va falloir penser à la sécurité sanitaire. Vous savez, là, il y a des gens qui ont peur actuellement de retourner travailler. Il y a des gens qui trouvent ça difficile. Il y a des gens qui ont hâte. Il y a des gens qui iraient là, travailler aussi dans les installations, qui sont tannés d'être chez eux. Il y a des gens qui vont vivre avec des enfants qui n'iront pas à l'école parce qu'ils ne seront pas obligés. Donc, tout ça va nécessiter que vous réfléchissiez à comment je rappelle mes employés, de quelle façon je le fais. Est-ce que je le fais avec des horaires variables? Est-ce que je continue un mix de télétravail avec la présence dans les installations? Est-ce que je suis obligée de les rappeler chez nous? Et oui, comment je vais organiser la distanciation sociale? Donc, ça, c'est important d'y réfléchir tout de suite parce que quand vous allez rappeler vos employés, il ne faut pas que ce soit le chaos. Il faut qu'ils sentent que vous êtes en contrôle et que vous avez fait un plan pour les ramener et qu'ils se sentent bien dans les installations. Donc, ça, est-ce qu'il va y avoir de la désinfection? Est-ce qu'il va y avoir des masques? Est-ce qu'il faut qu'on mette du plexiglas entre les installations? Il y a toutes sortes de réflexions que vous devez faire quand vous allez rappeler vos employés. Et ce n'est pas le matin que vous les rappelez ou quand le gouvernement va dire « OK, vous pouvez commencer la semaine prochaine » que vous devez faire ça. Et c'est le temps de le faire et d'y penser tout de suite. Donc, il y a un plan de main-d'œuvre, un plan de gestion des retours. Comment on va organiser tout ça? Et il faut se faire des scénarios. Et ça, tantôt, je vais en parler, mais ça va avoir des impacts sur nos capacités aussi. En même temps, bien, pour la main-d'œuvre, on peut se prévaloir des subventions gouvernementales. Je vais vous parler du PACME tantôt. Vous avez eu peut-être la 75 %. Donc, il y a plein d'items là, qui ont été mis en place pour ça. Il y en a qui actuellement disent, bien, moi, je vais rappeler mon monde, je vais utiliser le PACME, je vais les former pour qu'ils soient prêts quand ça va commencer. Donc, il y a toutes sortes d'alternatives et de scénarios. Et ça, il faut le planifier, là. Il ne faut pas improviser le matin que ça commence. Pourquoi? Parce qu'un des éléments qui va être important, c'est que vos employés, quand ils vont revenir, il faut continuer à les mobiliser. On était dans un contexte de plein emploi où la mobilisation était importante. On doit continuer à mobiliser nos gens, à les garder mobilisés. Et ça, il faut communiquer avec eux. Il faut continuer à garder notre marque employeur. C'est important avant, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais nos gens, là, c'est l'essence de nos organisations. Fait que si je les rappelle puis que c'est tout croche, bien, quand ils vont arriver, ils n'auront pas une belle expérience, ça joue sur la mobilisation, ça joue sur le stress de nos employés. Donc, ça, c'est un point important. Il faut réfléchir aux changements qu'on va leur faire vivre. Et un autre élément auquel on doit peut-être penser, c'est maintenant qu'on a mis des employés en télétravail, est-ce que c'est une politique qu'on va conserver encore, la politique de télétravail? Est-ce que je vais les laisser travailler en télétravail? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent, bien, comment je contrôle ça, moi, mes employés en télétravail? Je ne sais pas s'ils travaillent pour vrai. Donc, ça m'inquiète plus que ça me rend la vie facile. Ou dans d'autres organisations, on dit, wow, on vient de découvrir une nouvelle façon de travailler. Donc, ça aussi, qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que vos employés vont vous poser la question. Est-ce que je peux rester 3 jours par semaine en télétravail? J'aimais ça, moi, travailler en mou chez nous, puis ça fait la job, puis je suis capable de vous donner les livrables dont je peux vous donner. Fait que ce sont toutes des questions au niveau des ressources humaines à vous poser, dépendamment du degré de votre organisation et de vos employés. Mais ça aura un impact certainement et il faut se questionner là-dessus. L'autre élément sur lequel on doit se pencher, c'est les approvisionnements et les opérations. Et quand je parle opérations, je ne parle pas nécessairement manufacturière, parce que je peux être en service, j'ai des opérations. Je suis un OBNL, j'ai des opérations. Donc, peu importe les opérations, on va falloir voir qu'est-ce que ça change. Encore une fois, par rapport à l'approvisionnement et les opérations, les mesures sanitaires. Je le dis tantôt, si j'accueille des clients, bien là, est-ce que je vais pouvoir les accueillir dans mon organisation? Comment je vais organiser la distanciation sociale? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons, je suis un restaurant, bien, est-ce que c'est une table sur 2 qui est ouverte? Et ça aura des impacts sur la capacité de production, sur notre capacité à livrer des choses. Je suis en manufacturier, par exemple. Comment je fais vivre ça, les opérations, pour livrer les commandes, mais m'assurer que je vais entrer les gens et que je ne suis pas un nid de contamination.
Donc, est-ce qu'il faut que j'organise ça sur des quarts de travail différents? Est-ce qu'il faut que je fasse des rotations de journée pour limiter le nombre de personnes dans mes installations? C'est toutes des questions là, auxquelles il faut se pencher et trouver des réponses. Donc, ça, c'est un point important. Tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, important de comprendre où je m'approvisionne. Est-ce que je m'approvisionnais à l'international? Est-ce que je vais être capable de continuer à m'approvisionner? Est-ce que j'ai le goût de continuer à m'approvisionner à l'international? Est-ce que je peux trouver des biens de remplacement au Québec, par exemple, pour encourager mon économie québécoise et intégrer ça dans ma chaîne de production, dans ma chaîne de valeur ou dans ma chaîne de distribution? Et dans ce contexte-là, oui, ça va peut-être affecter mes prix, mais peut-être y réfléchir. Dans un contexte où je suis dans le manufacturier, bien, des fois, on était beaucoup dans l'ère du juste à temps. Le just in time, c'est important. On avait aligné nos chaînes de valeur pour limiter le niveau d'inventaire parce qu'on trouvait qu'on mettait de l'argent inutilement dans les inventaires. Maintenant, le juste à temps devient un enjeu parce que les gens ne vont pas repartir à produire tous en même temps, que ce soit au Québec, au Canada, à l'international. On ne vit pas tous la crise de la même manière. Est-ce que le juste à temps, c'est encore pertinent ou je devrais avoir des inventaires minimums? Je devrais avoir certains stocks de sécurité pour certains produits. Donc, ça, c'est des éléments auxquels on doit penser dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et en même temps, comment je vais assurer la sécurité sanitaire de ce que je reçois? Est-ce que je fais des quarantaines avec les biens que je reçois, que je réintroduis dans ma chaîne de valeur, moi, pour les envoyer à mes clients? C'est des questions qu'il faut se poser. Il y aura des délais. Et ces délais-là vont impacter la vitesse à laquelle vous êtes capable de rendre aussi votre service ou de produire vos biens ou de distribuer vos produits. Donc, nécessairement, il faut aussi ajuster ça dans toute notre chaîne de valeur pour la ramener aux clients et y réfléchir. Et ça nécessite des communications fréquentes avec nos fournisseurs et des communications avec nos clients. Parce que ça se peut qu'il y ait des délais qui se créent. Il va falloir que j'avise, il va falloir que j'organise, je m'organise à l'interne. Et là, ça devient une planification dynamique des opérations. Dans certaines organisations, on planifie à la semaine, on planifie au mois, on planifie. Mais là, peut-être qu'il faut raccourcir les cycles de planification pour voir les impacts. « Hey, mon fournisseur n'est pas capable de me livrer. » Ou « Il va me livrer dans 3 semaines. » Qu'est-ce que ça change? Dans quelle séquence je vais planifier? Si vous avez des technologies, bien, peut-être que ces technologies-là ont été intégrées avec des paramètres qui ne sont plus les bons non plus. Il va falloir les ajuster. Donc, vraiment, tout ça a un impact. Et dans ce contexte-là, il faut aussi penser que nos capacités organisationnelles viennent nous amener peut-être des frais fixes supplémentaires qu'il va falloir absorber avec des volumes qui étaient différents. Donc, tout notre coût de revient, surtout s'il nous sert à faire notre prix de vente, doit être vu. Donc, prendre le temps d'y réfléchir quand c'est opportun pour revalider notre coût de revient puis s'assurer là, que c'est pertinent et que ça nous permet là, vraiment d'être juste dans nos prix et dans notre marge brute. Maintenant, la technologie, c'est important d'investir dans la technologie et la cybersécurité. C'est sûr que les entreprises, puis là, si vous lisez un petit peu sur la crise, vous allez voir que c'est bien documenté, là, les entreprises qui sont dans le 4.0, qui ont fait une transformation numérique, conservent une avance ou conservent une façon, une agilité de transiger en temps de crise parce qu'ils sont agiles à connecter avec leurs clients, ils ont des données sur leurs clients, sont capables de modifier leur façon de faire. Ou, par exemple, si j'ai une usine qui est 4.0, bien, j'ai déjà des robots, j'ai déjà de l'automatisation, je peux déjà la piloter à distance. Fait que tout ça est important et la technologie devient fondamentale. Si on avait des doutes sur la transformation numérique qu'il fallait faire avant la crise, alors qu'on disait déjà que nos organisations devaient y aller, là, il n'y en a pas de doute. Il faut passer par là. L'autre fois, je donnais cette conférence-là, puis il y avait quelqu'un qui me posait la question en disant « Ouais, mais tu sais, c'est bien correct, ça, la technologie, mais il faut investir beaucoup d'argent. » Puis moi, je dis non, faisons des petits projets. Puis la technologie, là, les médias sociaux, c'est déjà de la technologie.
Puis si vous l'utilisez à petite échelle puis que ça pogne, bien après, vous irez faire un site web transactionnel. Mais au moins, ça permet de garantir une certaine agilité, de connecter avec les clients, d'adapter notre chaîne logistique aussi. Donc, c'est important. Mais plus vous irez technologique, plus vous ouvrez des brèches de cybersécurité parce que vous allez avoir de la donnée importante. N'oubliez pas de sécuriser chemin faisant ce que vous transformez technologiquement. Donc, ça c'est important d'avoir cette pensée-là, parce qu'on dit que les cyberattaques là, ont augmenté de 600 % pendant la période de crise. Fait que c'est quand même fondamental de venir protéger vos données. Surveillez les résultats. Vous savez, comme dirigeant d'entreprise, vous avez tous des indicateurs, qu'ils soient formalisés dans un tableau de bord ou dans votre tête. Vous avez tous des indicateurs pour piloter votre organisation. Que ce soit votre niveau de vente, votre marge, le taux de productivité, peu importe. Donc, ou le coût de vos biens, vous avez tous des indicateurs. Sachez que ces indicateurs-là, avec les modifications, vont devoir être réajustés. Vos indicateurs de mesure vont changer. Vous allez vouloir piloter autre chose. Prenez le temps d'y réfléchir pour sortir vos chiffres, vos données. On dit toujours, on contrôle ce qu'on mesure. Ça fait que d'avoir des données ou d'aller les chercher ou d'essayer de les obtenir au fur et à mesure, c'est un point important. Donc, n'hésitez pas à réajuster vos indicateurs, puis de les suivre de façon serrée et périodique. Je vous donne un exemple. Moi, dans mon équipe, nous, un de nos indicateurs, c'est les heures vendues chez les clients. Habituellement, on regardait ça aux semaines. Actuellement, on regarde ça aux journées. Donc, on le fait de façon itérative et on ajuste. Et ça nous donne beaucoup d'informations sur l'occupation de nos gens, etc. Donc, vous avez, vous aussi, à valider ça. On a parlé de budget de cash flow, mais modéliser des budgets pour la prochaine année. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de vente? C'est quoi mon point mort, moi? C'est quoi les frais fixes que j'ai actuellement comme organisation que je dois couvrir par mes ventes? Absolument. Et le point mort est un bon indicateur pour vous dire, OK, bien, parfait, on va être au point mort cette année. On a couvert nos frais fixes, on est capable de passer. On ne générera pas de profit, mais on est capable de passer au travers. Puis ensuite, on va commencer à générer des bénéfices. Mais le calcul du point mort est une bonne façon de le faire. Puis faites-vous des scénarios encore une fois, puis regardez les hypothèses, puis ça va vous aider à vous mettre en action. L'autre élément qui est important dans les 8 essentiels, vous allez dire, c'est drôle que vous mettiez ça là, mais communiquer. Et on l'a sorti parce que communiquer avec nos parties prenantes, c'est fondamental. Communiquer avec vos partenaires financiers. Ayez une communication ouverte avec eux. Ils sont des partenaires, ils vont vous aider. Communiquer avec vos partenaires locaux, régionaux de votre situation. Communiquer avec vos clients. Avisez-le de vos changements. Amenez-les avec vous autres dans vos décisions, dans le sens où, oui, vous devez, dans un restaurant, mettre des tables, fermer des tables, mais c'est pour leur propre sécurité. C'est important de leur dire, de bien montrer à vos clients que vous agissez pour eux. Vous allez avoir des délais avec eux, avisez-les. Laissez pas votre réputation être minée par ça. Vos fournisseurs, ça va être difficile, vous voulez allonger vos délais de paiement, soyez proactifs pour pas que ça dégénère comme situation. Donc, avisez, entendez-vous, prenez des ententes. Donc, ça nécessite de communiquer. Dans certaines organisations, on a aussi des partenaires silencieux, des actionnaires peut-être qui ne sont pas actifs dans l'entreprise. Parlez avec eux, annoncez les résultats. N'ayez pas peur de dire ce qu'il y en est parce que c'est important, ça va vous aider à pas garder la pression juste sur vous, l'entrepreneur, mais à avoir votre réseau d'employés, de partenaires, de clients, de partenaires financiers, en travailler avec vous autres quand vous communiquez. Et ça permet de maintenir votre réputation aussi tout au long de la crise et d'en sortir gagnant. Dernier élément, gérer les risques. Donc, monitorer les risques qui arrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est au quotidien. Est-ce que j'ai des nouveaux risques parce que j'ai du télétravail? Est-ce que j'ai un nouveau risque parce que j'ai une contamination dans mon entreprise?
Donc, n'hésitez pas à monitorer vos risques et à voir s'il n'y a pas des moyens de mitigation à appliquer autour de ça. Donc, j'ai fait le tour rapidement là, des essentiels sur lesquels on dit que vous devez vous pencher. On vous a mis aussi, et Nathalie en a parlé tantôt d'entrée de jeu, qui sont là pour vous aider pour le programme PACME. Mais ce programme-là, il est intéressant pour les organisations, hein, de commencer à réfléchir sur les formations, mais aussi le coaching en sortie de crise. Si vous vous faites aider dans ça, il y a des subventions intégrées dans le PACME qui peuvent vous être données. Donc, il y a toute la formation liée à la stratégie d'ajustement ou à cette réflexion-là sur les essentiels peut être subventionnée. Donc, n'hésitez pas là, à aller chercher ces aides-là. Vous allez recevoir la présentation, donc les informations pertinentes sont dedans, puis j'entends que vous avez de l'aide, donc nécessairement, là, ça devient, vous avez un écosystème intéressant autour de vous pour le faire. En conclusion, je pense qu'il faut qu'on termine ça sur une note qui est positive. Moi, je pense qu'en même temps qu'on vit quelque chose de difficile, en même temps qu'on est capable de bien s'en sortir, si on prend le temps d'y réfléchir un petit peu. Puis l'idée, là, c'est pas d'aller faire des grandes planifications stratégiques sur 3 mois. On est en situation de crise. Hein. Il faut le faire dans un mode agile, dans un mode actif. Et je vous l'ai dit, très, très court terme, moyen terme. Mais il faut prendre le temps de re-questionner notre modèle d'affaires parce que ça va vous donner des ailes, ça va vous donner un levier. De garder l'humain au cœur de vos préoccupations. Hein. Vos employés restent ou vos partenaires restent des gens importants pour vous. Les liquidités, je l'ai dit, j'ai commencé par ça parce que c'est important. Pensez à vos liquidités, pensez à piloter votre crise, puis innover là, pour mieux rebondir. On le sait, là, chaque crise, il y a des hauts et des bas. À un moment donné, on va atteindre le creux, ça va repartir. Et plus vous serez préparé, plus vous serez prêt, plus vous serez agile pour rebondir puis saisir les opportunités. Puis c'est ce qu'on souhaite pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler de ça parce qu'on pense que c'est important que vous soyez capable d'agir et rebondir. Donc, à partir de maintenant, vous voyez, RCGT, c'est sûr qu'on peut vous aider à faire tout ça, mais l'idée, c'est que maintenant, j'ouvrirai là, pour une période de questions là, qui pourrait être plus interactive et nous permettre là, d'échanger ensemble. OK. Je vais reprendre le micro.